domanda. Ben ringrazio. Monsieur le Président de l'Exécutif, le calendrier s'accélère concernant le rattachement de la CCI à la collectivité de Corse. Cette dernière deviendra donc propriétaire de l'ensemble des ports et aéroports de l'île. Notre groupe s'interroge déjà concernant la stratégie qui sera adoptée par le Conseil exécutif de Corse. Quelle trajectoire de développement sera envisagée? Quels seront les moyens mis à disposition? À défaut de connaître pour le moment les caractéristiques exactes de l'organisation qui sera amenée à gérer ces infrastructures, nous souhaiterions connaître votre vision politique sur ce domaine. Quelles sont vos ambitions? Pour initier l'échange, prenons un exemple. Depuis des décennies, un débat perdure à Bastia, celui d'un nouveau port de commerce. Votre mouvement, au pouvoir dans cette ville depuis plus de 10 ans, n'a jamais tranché clairement sur la question. Quel projet sera retenu? Port de la Carbonite, port Touno, agrandissement du bassin actuel? Enfin, les Bastiais, qui sont les principaux impactés par la prise de décision ou de non-décision, seront-ils amenés à s'exprimer sur le sujet par un vote? Je vous remercie. Ringraziati. Ora c'è adesso una domanda a risposta fatta dal Presidente. Ringraziati. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs de l'Assemblée di Gioventù. Une question courte, mais qui nécessite ou nécessiterait de longs développements. Je vais essayer de résumer les grands chapitres et je reste bien sûr à votre disposition et à disposition de l'ensemble des membres de l'Assemblée di Gioventù pour approfondir la présentation. Alors, d'abord, la vision globale et la stratégie globale en matière de transport externe et en matière d'infrastructure, je pense qu'elle est claire. Elle a été mise en œuvre sans discontinuer et quelles que soient les difficultés, et Dieu sait si elles ont été importantes, notamment depuis décembre 2015, date de l'accès des nationalistes aux responsabilités. Sur la vision stratégique, d'abord en ce qui concerne les transports externes, sans parler des transports internes, des routes et du chemin de fer, mais limitons l'exposé en réponse à votre question au transport externe. Transport maritime et transport aérien sont stratégiques et décisifs pour un territoire insulaire, a fortiori pour un territoire insulaire méditerranéen comme le nôtre, qui aspire à l'autonomie et avec des caractéristiques économiques qui nous rendent au jour d'aujourd'hui particulièrement dépendants de l'extérieur. Notamment en termes d'importation pour tout ce qui est notre consommation. Vous savez que nous importons 95% de ce que nous consommons. Donc la maîtrise des transports maritimes et aériens et la maîtrise la plus large possible de nos transports maritimes et aériens est pour nous, nationalistes, un impératif stratégique. C'est ce à quoi nous avons travaillé dans le domaine maritime et dans le domaine aérien. Le domaine maritime, vous savez que sous le coup de multiples procédures engagées par un opérateur privé dans un contexte ultralibéral et avec une interprétation maximaliste par la Commission européenne des règles régissant le droit de la concurrence, nous avons eu affaire depuis 2015 à de nombreuses procédures visant toutes, directement ou indirectement, à démanteler le service public maritime et aérien. Donc nous sommes battus judiciairement, politiquement, pour sauver et renforcer ce service public. Et ces efforts ont été couronnés de succès, aussi bien dans le domaine maritime que dans le domaine aérien, avec la validation en voie d'être définitive par la Commission européenne d'une délégation de service public allant jusqu'à 2029, et dans le domaine aérien, la validation de la DSP aérienne entre le bord à bord et Paris. Je rappelle qu'en arrière-plan, il y a également un enjeu social qui est majeur, puisque ce sont plusieurs milliers d'emplois directs et indirects qui auraient pu disparaître et à tout le moins être impactés si le principe de ce service public avait été remis en cause, y compris dans sa volumétrie. Donc ça a été la première chose. Deuxièmement, en ce qui concerne, au-delà de la gestion des flux, il y a également une question d'attractivité. Notre économie dépend aujourd'hui largement du tourisme, vous le savez, 35-40% du PIB, là où la France, qui est pourtant
un des plus grands pays du monde en termes d'attractivité touristique, un PIB en matière de tourisme qui est environ 9%, nous sommes à 35-40%, donc ça montre l'ampleur de la dépendance par rapport au tourisme. Bon, on essaie de travailler à une économie, à un modèle économique à la fois durable et plus équilibré, notamment à travers le renforcement de l'agriculture de production, la diversification des PME, le soutien aux entreprises innovantes. Ce sont des entreprises de long terme. Aujourd'hui, le tourisme reste de facto une locomotive pour l'ensemble de notre économie. Et qui dit tourisme, dit maîtrise et développement du tourisme dans une logique de développement durable, mais également gestion des flux. Donc il y a à la fois la nécessité d'avoir un service public fort, répondant aux attentes et aux besoins de l'ensemble des Corses, mais il y a également la nécessité d'avoir une offre de transport, notamment dans le domaine aérien, qui réponde aux enjeux de l'attractivité touristique dans un environnement qui est de plus en plus concurrentiel. Donc ça, c'est un équilibre qui est extrêmement difficile à trouver. Nous y travaillons, la collectivité de Corse, l'OTC, gestionnaire de l'enveloppe de dotation de continuité territoriale, l'ATC, et en concertation, bien sûr, avec la Chambre de commerce et d'industrie, partenaires institutionnels et l'ensemble des acteurs publics ou privés, et notamment les professionnels du tourisme. Donc ça, c'est pour la gestion des flux. Je rappelle aussi que parmi tous les combats, il y en a un qui a été mené, gagné à titre transitoire, mais qui n'est pas définitivement acquis, c'est le combat pour la réindexation de la dotation de continuité territoriale. Nous avons obtenu 50 millions d'euros cette année. Cette augmentation n'est pas pérenne. Si elle est remise en cause demain ou après-demain, ça voudra dire soit l'augmentation du prix du fret et ou des billets, soit la diminution du périmètre de service public avec une dégradation du service et des risques pour les emplois corses liés au transport maritime et aérien. Donc c'est un combat permanent, là aussi, qui n'est pas gagné. Ensuite, il y a la question des infrastructures. La question des infrastructures, nous sommes déjà propriétaires, une petite approximation de votre question, nous sommes propriétaires depuis 2002, la collectivité de Corse, des ports et des aéroports. Et nous avons vocation à le rester. Mais non seulement nous avons vocation à être propriétaires de nos infrastructures, mais nous avons vocation également à exercer une maîtrise publique de la gestion de ces infrastructures. C'est le combat qui a été mené depuis 2019, la loi Pacte, pour attacher la CCI, et puis les épisodes, y compris l'épisode récent en octobre, quand l'État a voulu remettre en cause le principe du rattachement de la CCI en ouvrant la porte à un appel à concurrence qui permettrait à des grands groupes internationaux de se positionner sur la gestion des ports et aéroports de l'île. C'est pour nous une option qui n'est clairement pas envisageable. Pour nous, la maîtrise des ports et des aéroports, porte d'entrée dans l'île, doit rester publique, maîtrise publique de la Corse et de ses institutions. C'est pour cela que nous travaillons actuellement, vous le savez, au rattachement de la Chambre de commerce et d'industrie de Corse, qui sera suivi ensuite à un autre niveau par le rattachement de la Chambre des métiers. Si nous menons à bien cette opération, et je vous rappelle que le projet de loi a été transmis à l'Assemblée de Corse, qui a donné un avis favorable, qui a demandé un certain nombre d'évolutions, il vient d'être transmis par le gouvernement au Conseil d'État, il devrait y avoir un examen sur le projet de loi du rattachement dès le début du mois de juin. Donc là, il faut espérer que les députés et les sénateurs voteront en faveur de cette loi. Si cette loi intervient, plusieurs conséquences. Premièrement, nous aurons sauvé et pérennisé les plus de 1000 emplois de la Chambre de commerce et d'industrie. Donc 1000 emplois au moment où les CCI de France sont remis en cause, disparaissent et licencient. Donc ça, c'est un premier combat social qui a été engagé et qui, je l'espère, va être gagné. Deuxièmement, en ce qui concerne la gestion des ports et des aéroports, si la loi organise le rattachement de la CCI qui deviendra un établissement public et industriel et commercial de la collectivité de Corse, au-delà du sauvetage des emplois, au-delà du transfert à la nouvelle entité ainsi créée de l'ensemble des contrats de travail, des conventions collectives, des dispositions applicables, ce qui est un acquis social important, il y aura également donc une institution publique qui, sous le contrôle et la tutelle de la collectivité de Corse, alliera savoir-faire, le savoir-faire de la CCI, et maîtrise de la puissance publique, notamment dans les choix stratégiques. Si nous réussissons cela, je le dis aussi avec solennité, mais sans
faire Pierrette et le Potolet, parce qu'on n'a pas encore gagné ce combat, nous serons la seule île de Méditerranée, y compris les îles autonomes, y compris les îles indépendantes. Nous serons le seul territoire européen, y compris les grandes régions allemandes, par exemple, à être à la fois propriétaire de nos infrastructures portuaires et aéroportuaires et gestionnaire de nos infrastructures portuaires et aéroportuaires. Les Baléares, îles autonomes, ne sont pas propriétaires de l'aéroport. C'est l'État qui est propriétaire. Dans tous les territoires européens, aujourd'hui, ce sont des grands groupes soumis à la logique du marché et à la recherche du profit qui gèrent les ports et les aéroports. Nous, si nous réussissons à poser cette dernière brique de la maison que nous avons construite, eh bien, nous serons un territoire qui est propriétaire, et un territoire et une institution, je l'espère, demain, un territoire insulaire autonome et un peuple reconnu, propriétaire de ces ports et aéroports et gestionnaire de ces ports et aéroports et avec un service public dans le maritime et l'aérien qui est sans équivalent, y compris dans les îles européennes. C'est en voie d'être réalisé, ça devra être défendu. Donc je pense que j'ai répondu à la première partie de votre question sur quelle est notre vision stratégique et politique. Sur le port de Bastia. Donc c'est un débat complexe, vous l'avez dit, qui a été posé depuis plus de 30 ans maintenant. Les données du problème ont évolué chemin faisant. Elles ne sont plus aujourd'hui ce qu'elles étaient il y a 10 ans. D'abord, rappelez, vous l'avez dit dans votre question, ça concerne d'abord les Bastiers, ça concerne l'ensemble de celles et ceux qui vivent dans les communes alentours, mais c'est un débat qui concerne la Corse. Le propriétaire du port, c'est la collectivité de Corse, et le système portuaire corse, il ne peut pas se penser uniquement à travers Bastia, même si Bastia est le premier port de l'île. Un exemple, si on agrandit beaucoup le port de Bastia pour équilibrer son fonctionnement, il faudra orienter une grande part du trafic vers Bastia. Ça ne sera pas neutre pour les autres ports, ni pour Ajaccio, ni pour l'île Rousse, ni pour Porto Vecchio, ni pour Propriano. Donc il faut penser le système de façon globale. Nous, dans les combats qu'on a menés, quand on a gagné le combat sur la DSP, on a sauvé le port de Propriano, qui était menacé de disparition. Et on est heureux de l'avoir fait parce qu'au-delà du port de Propriano, il y a des emplois directs et indirects pour l'ensemble de la région, y compris dans l'intérieur et dans la montagne. Donc, il faut penser le port de Bastia de façon globale. Ceci étant, il y a aussi des données qui s'imposent à nous. Et moi, ma contribution en tant que président du Conseil exécutif, notamment ces 4 dernières années, elle a été d'aller au bout des études qui, jusque-là, et je le dis tranquillement, n'avaient pas été menées de façon approfondie. Les études environnementales, notamment sur l'impact d'un éventuel nouveau port à la carbonite. Je rappelle qu'il y a un enjeu sur les Posidonies, et le président de l'Office de l'environnement et la présidente sait combien nous nous battons. La Posidonie, c'est une richesse essentielle de la biodiversité en Méditerranée, et la Corse est le territoire qui, en Méditerranée aujourd'hui, concentre la plus grande part des Posidonies. Donc, c'est un enjeu de biodiversité important, mais il y a également la plage de la Rinelle, aspect écologique et aspect économique et touristique. Je veux dire, demain, on ne peut pas construire une infrastructure qui viendrait détruire les Posidonies, en tout cas dans une proportion inacceptable. Il faut voir où on met le curseur. Et à mon avis, on ne pourrait pas envisager une infrastructure qui impacterait la plage de la Rinelle. On sait que des ports qui ont été construits, notamment sur la côte est, je pense au port de Campoloro, ont conduit à des impacts majeurs en termes d'érosion du littoral, etc. Donc il y a eu non seulement les analyses écologiques, mais également les analyses techniques, les analyses de mobilité, les analyses de prospective, parce qu'on ne crée pas un port uniquement pour l'infrastructure. L'infrastructure, elle doit être au service d'une vision économique. Vous l'avez dit dans votre question, la Corse de demain ne sera pas, je l'espère, celle d'aujourd'hui. J'espère que demain, nous ne continuerons pas à importer 90% de ce que nous consommons. Donc forcément, ça va impacter aussi le volume du fret. Il y a de nouvelles techniques, etc., etc. Donc tout ça est complexe. Donc je termine, excusez-moi, je suis un peu long, mais la question le mérite, excusez-moi, Madame la Présidente.
vous dire quelles sont les options, clairement. Et après, on dit comment, à mon avis, il faut en sortir. La première option, les options théoriques, c'est celle du statu quo. On ne touche rien. C'est l'option du statu quo, à mon avis, elle est impensable. 2 exemples. C'est un port qui ne fonctionne pas à cause de la météo pendant pratiquement un tiers de l'année. C'est le principal port d'entrée, ce n'est pas possible. Deuxièmement, on est en dérogation permanente en termes de sécurité. On est passé à plusieurs reprises à côté d'incidents graves, voire de catastrophes. On ne peut pas rester comme ça. Donc il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? À partir de là, il y a un certain nombre d'options. Je vous les énumère brièvement. Et elles sont expertisées. Je rappelle que le dossier actuel, il fait 20 000 pages. Donc on a de quoi échanger et réfléchir. Première option, c'était celle qui avait été identifiée comme l'option dite des pêcheurs. C'était, bon, pour celles et ceux qui connaissent, j'aurais dû projeter peut-être, mais enfin vous connaissez, prolonger la digue est, c'est-à-dire la digue principale, sur environ 80 ou 100 mètres. Il y a beaucoup de fonds, c'est de gros travaux et ça ne change pratiquement rien à la fonctionnalité du port. Au contraire, ça la complique. Donc cette option-là, elle est écartée. Il y a une deuxième option qu'à mon avis, il faut écarter, c'est l'option, mais elle est expertisée, c'est l'option initiale, la carbonite. L'option initiale, la carbonite, celle qui a été portée notamment par les anciennes majorités municipales, c'est un port totalement surdimensionné, avec plus de 10 postes à quai, avec des dizaines de millions de mètres cubes de béton, qui aurait un impact écologique majeur et qui ne correspond absolument pas aux données actuelles et aux prévisions des besoins de la Corse. Donc cette option-là, elle a été expertisée. Moi, je pense qu'il faut l'écarter. Après, il en reste 2, théoriquement. Et c'est autour de ça, à mon avis, que le débat va se cristalliser. La première, c'est un réaménagement important de l'actuel bassin. Comment? Notamment à travers la création d'un remblai de 34 000 m² sur la mer au nord-est du port, c'est-à-dire derrière la jetée actuelle, on gagne 3,5 hectares en remblayant. À partir de là, on augmente les quais et les surfaces de manutention, etc. Mais, problème important dans cette option, problème écologique, de l'autre côté, il y a des patelles. Donc, d'un côté, il y a des posidonies au sud, mais là, il y a des patelles. C'est une espèce protégée, il faut repartir sur un parcours qui est long, mais surtout, on gagne, c'est vrai, de la fonctionnalité à travers 3 ou 4 hectares en plus, mais les problèmes de circulation et de mobilité restent entiers. C'est-à-dire que si vous continuez à faire venir, vous le savez, hein, demain, quand il y a le tunnel qui est bouché à Bastia, on ne circule plus. Donc on est au risque d'un incident grave à chaque fois, même si, grâce à un travail en commun, lorsqu'on a dû fermer le tunnel pour des travaux, ça a développé le recours à des modes alternatifs de déplacement et ça a été plutôt positif. Mais en tout cas, à mon avis, et c'est l'expertise qui nous l'a démontré, si on devait envisager cette option, elle passe aussi par un nouveau tunnel. Un nouveau tunnel qui contourne le centre-ville par l'ouest, c'est-à-dire qui permet de passer à la fois, si vous voyez, la sortie sous l'hôpital qui sort à l'Annonciade, une partie en aérien, et on doublerait le tunnel actuel du chemin de fer. Problème, un coût énorme, l'amiante partout, donc, et des contraintes de sécurité, notamment depuis la catastrophe du Mont-Blanc, qui ont augmenté. Chiffre, avant la crise ukrainienne sur cette opération, 450 millions d'euros. À avoir en tête, pas financé actuellement, nulle part. Dernière option, l'option dite Portuno, donc c'est une option que j'ai versée au débat, mais que j'ai fait expertiser par... C'est en gros un port au sud de Bastia, en gros, juste après, je dirais, au niveau des Sables Rouges, du camping actuel, à la sortie, en fait, là où est prévu le port de la Carbonite, mais deux différences importantes par rapport au port de la Carbonite. Premièrement, un port plus réduit, avec 7 grands postes à quai, et deuxièmement, des techniques différentes qui sont rendues possibles par la réduction du périmètre, c'est-à-dire que là où on coulait
du béton, on fait des digues qui sont simplement reliées par des pylônes et les courants continuent à passer sous la digue. Donc, moins d'impact écologique, d'après les études qui ont été faites, aucun impact sur la plage de la Rinelle, sinon un réengrossement, en fait pas une diminution, un réengrossement le long de la digue, et un impact très réduit sur les Posidonies. Donc, sur cette option, apparemment, techniquement, écologiquement, on passe. Je dois à la vérité du débat de dire que certains considèrent que c'est encore trop impactant au plan écologique, et ça permet de purger le problème avec une ville qui, à ce moment-là, devient une ville nouvelle. Il faut l'avoir en tête. Pourquoi? On met le port au sud. Ça veut dire qu'il faut penser la mobilité entre le port au sud et le centre-ville, sauf à, désirriguer totalement le centre-ville, et là, les gens du centre-ville ne seront pas d'accord. Ça veut dire aussi qu'on récupère près de 10 hectares de terre-plein, là où il y a l'actuel port de commerce. Ça veut dire qu'on requalifie le port de commerce actuel en port de plaisance et de grande plaisance. Donc avec plus de 1000 anneaux, etc. Donc c'est à la fois enthousiasmant par beaucoup d'aspects, on crée une ville nouvelle, mais c'est un vrai débat qui n'est pas que relié au transport. C'est une philosophie de la ville. C'est plus la même ville. Et il y a des gens qui ne souhaitent pas aller vers ce modèle. Et je peux le comprendre. Et je termine, là on est à 1,2 milliard. 1 milliard. On peut envisager, d'après les scénarios financiers, une compensation importante à travers la vente ou la location des anneaux, quand le port de commerce est requalifié en port de plaisance, mais avec les incertitudes qui pèsent sur le secteur. Et donc, dans tous les cas, on est dans une équation budgétaire qui est une équation budgétaire qui n'a pas de réponse au jour d'aujourd'hui. Donc, vous voyez que c'est vrai que la décision doit être prise, mais elle est extrêmement difficile. Je termine en disant quel processus? Le processus, il est simple. Il y a forcément un débat public. Mais il ne peut venir que sur le fondement d'une décision de l'Assemblée de Corse. C'est-à-dire que l'Assemblée de Corse va être saisie de ces 20 000 pages. Elle aura à se prononcer sur une des 4 options. Cette 4 options va être mise en débat public à l'échelle de la Corse. Je suis favorable en ce qui me concerne également à une consultation locale à l'échelle de la ville ou peut-être même à l'échelle de la communauté d'agglomération. Et à côté de ça, et je termine, il faut qu'on réfléchisse parce qu'il faut aussi trouver les financements à tous ces projets. La dernière fois, vous m'avez interrogé sur la traversée d'Olmeto. J'ai été interrogé sur la traversée de Venaco. J'ai été interrogé sur la traversée de Santa Lucia di Bortivecchio. J'ai été interrogé, et je le suis, c'était un peu en filigrane de la question précédente, sur le plan de rénovation des collèges et lycées. Je suis interrogé sur la concrétisation d'un certain nombre de projets routiers, y compris dans l'intérieur. Au jour d'aujourd'hui, il y a un gap très significatif entre les ressources de la collectivité de Corse, sans même parler de celles des communes et intercommunalités, et les moyens budgétaires à notre disposition. Donc la solution, c'est quoi? Je termine. Je pense qu'il faut changer la structure budgétaire de la collectivité de Corse, des communes et des intercommunalités. Il faut qu'on aille vers l'autonomie. Il faut qu'on aille vers l'autonomie fiscale. Il faut qu'on aille vers des gisements de ressources qui sont importants, notamment la fiscalité immobilière en taxant les plus-values spéculatives, la TVA qui a beaucoup augmenté, qui va à titre principal vers l'État. Nous n'avons pas bénéficié de cet avantage. Et il faut également négocier avec l'État, avec l'Union européenne, des nouveaux instruments et des nouveaux dispositifs. Et enfin, réfléchir à une banque territoriale corse et à la mobilisation de l'épargne populaire autour de projets à forte plus-value infrastructurelle et environnementale. J'espère avoir répondu à vos questions, notamment sur notre vision politique de ces enjeux.